Chapitre C1, transformation acide-base. Alors voici ici les points du programme qui se réfèrent à ce chapitre. Donc je vous laisse mettre sur pause et voir un petit peu donc les différents attendus pour ce chapitre. Et nous commençons le cours sur les acides et les bases selon Brønsted. Alors un acide est une espèce chimique qui va être capable de céder un ou plusieurs protons. Et donc on peut l'écrire symboliquement de la façon suivante. L'acide AH va céder un proton H+, et donc va se transformer en ce qu'on appelle sa base conjuguée, qui sera notée A- pour des raisons évidentes ici d'électroneutralité, puisque AH n'est pas chargé et que H+ est chargé plus, il faut que cette espèce soit chargée moins. Donc on a l'acide de Brønsted, sa base conjuguée et donc le proton qu'on appelle aussi l'ion hydrogène. De la même façon, une base au contraire est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs protons. Et donc on peut l'écrire de cette façon. La base qui capte un proton va se transformer en son acide conjugué. Donc ici A- la base, ici le proton qu'on appelle aussi l'ion hydrogène. Donc ils réagissent ensemble pour former donc l'acide conjugué. Et donc si la base n'est pas notée A- mais est notée B, elle va capter un proton H+, et va donc donner l'espèce acide conjugué qui s'appellera BH+, pour pouvoir conserver la charge plus qu'il y a dans les réactifs que l'on retrouve dans les produits. Alors, d'une façon générale, un acide noté par exemple AH avec sa base conjuguée A- forme ce que l'on appelle un couple acide-base, qu'on dit aussi acido-basique, qui est toujours noté. Alors, AH, on met à gauche donc l'acide, slash A-, donc à droite du slash, on mettra toujours la base conjuguée pour la notation du couple. Un petit peu comme ce que vous aviez vu l'année dernière avec les couples redox, donc d'oxydoréduction, où c'était toujours oxydant slash réducteur. Donc ce couple se note ainsi. Et on peut passer de l'un à l'autre, donc soit de AH vers A-, soit de A- vers AH, par un simple transfert d'ion hydrogène. Et donc la demi-équation du couple va s'écrire dans ce sens-là, c'est-à-dire de l'acide vers la base, ou alors dans l'autre sens, c'est-à-dire de la base vers l'acide. Selon le cas, tout dépendra du réactif, si c'est une base ou si c'est un acide. La double flèche ici indique que cette demi-équation peut se faire dans un sens ou dans l'autre. Alors, voici quelques acides et quelques bases dont il va falloir connaître la base conjuguée, donc l'acide conjugué. Alors, pour l'acide méthanoïque, un acide va perdre donc un proton. Alors, ce proton, pour l'acide méthanoïque, vous voyez que il y a le H qui est accroché qui est lié au carbone, et il y a ce H ici qui est lié à l'oxygène. La différence d'électronégativité entre l'hydrogène et l'oxygène est importante, et donc il s'agira toujours pour un acide carboxylique du H de cet oxygène qui va partir pour donner donc la base conjuguée que l'on appellera ion méthanoate. HCO-, c'est bien ce H là qui est parti. De la même façon, pour l'acide éthanoïque qu'on appelle aussi acide acétique, c'est encore ce H là, et donc il deviendra l'ion éthanoate. Pour avoir la base conjuguée, pour un acide carboxylique, on termine par OAT. Pour l'acide benzoïque, on reconnaît encore le H qui est lié à cet oxygène, et donc ça va devenir l'ion benzoate.
Alors, pour le dioxyde de carbone dissous dans l'eau, attention, ça il va falloir l'apprendre par cœur parce qu'on le voit souvent dans les exercices. Eh bien, il s'agit de l'ion hydrogénocarbonate de formule HCO3-. Donc, si vous regardez bien, un carbone, 3 oxygènes, ici 2 et 1, donc 3 oxygènes, et c'est bien un de ces H là qui a disparu pour former donc l'ion hydrogénocarbonate. Alors, il se trouve que cet ion hydrogénocarbonate, qui est la base conjuguée du dioxyde de carbone dans l'eau, peut aussi être à son tour un acide dont la base conjuguée est l'ion carbonate. Et donc on a perdu le dernier H qu'il restait ici, et donc la charge devient 2-, puisqu'elle était déjà une fois moins ici, donc 2- ici. Pour l'ammoniac de formule NH3, son acide conjugué, eh bien lui au contraire, il va capter un H+, donc ça va devenir NH4+. Donc il faut vraiment que vous connaissiez ces couples-là parce qu'ils vont intervenir très très souvent dans les équations sur lesquelles vous allez travailler dans les exercices. Donc si on doit écrire le couple acide méthanoïque, ion méthanoate, on écrira HCOOH/HCO-. Alors, les couples de l'eau, et vous devez aussi les connaître par cœur. L'eau est une espèce amphotère. On dit encore que l'eau est un ampholyte. En effet, l'eau est une espèce amphotère parce que l'eau H2O peut être soit une base, soit un acide. Là, par exemple, dans ce couple, on voit que c'est une base puisqu'elle est située à droite du slash. Et donc, H3O+, et donc son acide conjugué. Et donc, on peut écrire la demi-équation sous la forme H3O+, à queue, donne H2O liquide, jamais à queue, l'eau, toujours liquide, plus le proton, donc H+. Mais H2O, donc ici, H2O se comporte comme une base. H2O, comme je vous l'ai dit, peut aussi se comporter comme un acide. Et du coup, le couple devient H2O/HO-. Et donc, la demi-équation s'écrit H2O donne HO- plus H+. On retrouve l'eau, cette fois-ci, en acide, alors que tout à l'heure, elle était en base avec du côté du H+. Donc ici, l'eau se comporte comme un acide. Donc voici quelques exemples d'acides que vous devez connaître, à savoir l'expression, la formule de l'acide éthanoïque, que l'acide chlorhydrique qui est dû à la dissolution du gaz HCl dans l'eau forme H3O+, plus Cl-. Cl- sera toujours un ion spectateur. Et l'acide nitrique, par exemple, là aussi vous devez connaître, c'est H3O+, plus NO3-. Là encore, NO3- sera un ion spectateur. Au niveau des bases, les bases que vous devez connaître les plus courantes sont l'ammoniac, ainsi que l'hydroxyde de sodium, qui est donc l'association des ions Na+, et des ions hydroxyde HO-. Attention, dans l'hydroxyde de sodium, Na+, est un ion spectateur. La base, c'est HO-. Et puis enfin, vous devez connaître les couples, par exemple, un acide carboxylique avec son ion carboxylate, qui se terminera toujours par CO2H, R étant un groupe donc comportant des carbones et des hydrogènes, que l'on va retrouver exactement le même à gauche et à droite ici. Donc c'est ce H qui est perdu lorsque on écrit la demi-équation entre cet acide et cet ion carboxylate. De la même façon, vous devez connaître l'ion ammonium, donc, qui peut contenir aussi des carbones ici, mais il s'agit de NH3+. Attention, si R est un H, bon, ben, ça devient NH4+. Nous avons vu cet exemple tout à l'heure. L'acide carbonique
c'est-à-dire du CO2 qui est dissous dans l'eau. Donc ça s'écrit toujours CO2, virgule H2O à queue. Et l'ion hydrogénocarbonate qui en ce cas-là est une base, alors que dans ce dernier couple, l'ion hydrogénocarbonate est un acide et sa base conjuguée est l'ion carbonate. Entraînez-vous à écrire les demi-équations, par exemple, de ces couples-là. Alors, voyons un petit peu ces quelques demi-équations et surtout le schéma de Lewis pour comprendre ce qui se passe. Donc, ici, l'ion oxonium, vous devez connaître son nom, eh bien, son schéma de Lewis est le suivant. Alors, l'atome d'oxygène a normalement 6 électrons de valence. Or, si on regarde bien ici, il en a un à ce niveau, un ici, plus 2 sur ce doublé non liant, ce qui en fait que 5 à la place de 6. C'est pour cela qu'il a une charge positive. H2O, donc vous reconnaissez la molécule d'H2O, plus H+, qui a normalement un électron, devrait en posséder 2 si on respecte la règle du duet. Or, il n'en a pas du tout, donc il a ici une lacune électronique. Et d'où sa charge plus ici. Ensuite, pour le couple ion ammonium-ammoniac, donc vous devez connaître les noms, hein. Vous devez savoir que ça c'est l'ion ammonium et ça c'est l'ammoniac. Ça c'est l'ion oxonium, l'eau. Alors, ici, si on écrit les schémas de Lewis des différentes espèces, eh bien on va avoir l'atome d'azote ici qui est chargé positivement. En effet, l'atome d'azote devrait avoir 5 électrons de valence et vous voyez ici qu'il n'en a que 4 des électrons qui lui appartiennent. D'où la charge plus. Dans ce cas ici, l'atome d'azote a bien 1, 2, 3, 4 et 5 électrons qui lui appartiennent en propre. Donc il n'est pas chargé. Et puis on retrouve le proton ici qui a, je ne l'ai pas spécifié, mais qui a une lacune électronique. Alors ici, CH3, COOH, donc 2 atomes de carbone, c'est l'acide éthanoïque avec l'ion éthanoate. Donc voici le schéma de Lewis de l'acide éthanoïque. Et eh bien, c'est toujours, pour un acide carboxylique, c'est toujours ce H qui est lié au carbone qui a la fonction acide carboxylique, qui est lié à l'oxygène, qui va s'en aller, donc pour devenir O-, avec donc l'ion H+. Pourquoi? Parce que la différence d'électronégativité entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène est très importante et donc cette liaison est polarisée. Elle est polarisée de sorte à avoir delta- ici, delta+ ici. Donc en fait, les électrons de liaison sont beaucoup plus attirés par l'oxygène que par l'hydrogène. Voilà pourquoi c'est cet hydrogène qui part. Alors, entraînons-nous avec cet exercice numéro 5, page 22. Lisez-le, mettez sur pause et nous passons à la correction au fur et à mesure. Alors, parmi les couples suivants, on vous demande d'identifier les couples acide-base. Donc, pour avoir un couple acide-base, il faut qu'il y ait un H d'écart entre les deux, voire 2 H, mais enfin, on ne verra que des exemples avec un H. Donc, ici, par exemple, ce n'est pas un couple acide-base, puisqu'on ne retrouve pas l'oxygène qui est ici, et il n'y a pas d'hydrogène ni là ni là. Donc, il ne peut pas y avoir de transfert de protons. Donc, ceci n'est pas un couple acide-base. Par contre, ici, on voit que l'on a un couple acide-base. On a bien un écart de 1 proton entre les deux. De la même façon, ici, on n'a pas de couple acide-base. Pourquoi? Parce que, alors, il y a bien un écart d'un proton, pardon, mais c'est pas écrit dans le bon sens. Il aurait fallu que ce soit donc HSO3- qui soit à gauche et SO4- à droite. Là, on aurait eu un couple acide-base. Ici, écrit comme ça, ce n'est pas un couple acide-base, parce qu'on écrit toujours l'acide à gauche du slash.
Ici, il n'y a pas de transfert de protons, puisqu'il faudrait qu'il y ait une différence de charge qu'il n'y a pas ici. Ici, on a bien ce H qui a disparu ici. Donc, on a bien ici un couple acide-base. Donc, en fait, il y a deux couples acide-base, puisqu'ils ne diffèrent à chaque fois entre l'acide et la base conjuguée, l'acide et la base conjuguée, que par un ion hydrogène H+. Deuxième question, on vous demande d'écrire les demi-équations de ces couples acide-base. Donc, on y va. Les demi-équations sont pour le premier NH4+, donne NH3 plus H+. N'oubliez pas d'indiquer les états physiques qui sont aqueux, sauf pour H+, il n'y a pas d'état physique. Hein. C'est un proton qui va de toute façon ne pas rester en solution comme ça, puisqu'il va être capté par une autre espèce chimique et on le verra tout à l'heure. Pour la deuxième demi-équation, on l'écrit donc sous cette forme-là. Troisième question, petit a, on vous dit que l'ion hydrogénosulfate HSO4- est une espèce amphotère. Définir ce terme. Donc, d'après le cours, nous avons vu qu'une espèce amphotère peut se comporter soit comme un acide, soit comme une base. Et donc, elle appartiendra à deux couples. Et donc, c'est ce que nous allons écrire. Alors, les deux couples sont, donc on retrouve ici cette espèce. Ici, vous voyez que c'est une base, donc on a écrit son acide conjugué en rajoutant un H+, accolé, donc le moins disparaît et on a bien un H de plus, donc ça fait bien H2SO4. Alors qu'ici, c'est un acide, et donc sa base conjuguée sera lorsque ce H+, aura disparu, et donc on obtient SO4-. Si vous avez un petit peu de mal à les trouver, eh bien essayez d'écrire les demi-équations correspondantes pour retrouver ensuite les couples. Et enfin, dernière question, justifier le caractère basique de l'ammoniac à partir du schéma de la molécule. Alors, la molécule d'ammoniac possède un doublet sur l'atome d'azote et c'est ce doublet qui sera un site donneur d'électrons permettant de se lier à l'atome d'hydrogène, puisque je vous rappelle qu'une base capte un ion hydrogène, donc elle le capte et elle forme une liaison avec cet ion. Et donc, c'est ce doublet non liant qui va attirer l'ion H+, et donc permettre une liaison entre une quatrième liaison, donc entre N et H+, pour former le NH4+, que l'on retrouve ici. Alors, c'est une question qui intervient souvent dans les exercices, donc je vais vous demander d'apprendre un petit peu ça par cœur. Allez, passons aux réactions acido-basiques, parce que pour l'instant, on a écrit des demi-équations, mais une seule demi-équation n'est pas une réaction, c'est-à-dire que c'est juste un moyen de trouver qui va pouvoir donner un proton ou qui va pouvoir capter un proton. Pour qu'il y ait une réaction acido-basique, on dit aussi acide-base, il faut que cela fasse intervenir deux couples, et c'est l'acide d'un des deux couples qui réagira avec la base d'un autre couple, et il faut qu'il y ait échange d'ions H+. Ça reprend un petit peu les mêmes codes de ce que vous aviez vu l'année dernière avec les couples d'oxydoréduction, où il y avait échange non pas de protons mais d'électrons, et il fallait que ce soit l'oxydant d'un couple qui réagisse avec le réducteur d'un autre couple. Donc là, par exemple, nous avons cet acide que j'ai indiqué dans les réactifs qui va se transformer en sa base conjuguée et donc ce proton. Et on a une base conjuguée d'un autre couple qui va capter ce proton pour former l'acide conjugué du deuxième couple. Et donc pour écrire la réaction acide-base, eh bien on fait une addition membre à membre. Il faut que tous les protons disparaissent. Donc ici, on en a un à droite de la double flèche et ici un à gauche. Donc on ne les écrit plus dans l'équation bilan et cela devient donc l'acide du premier couple
qui va réagir avec la base du deuxième couple pour former la base conjuguée du premier couple et l'acide conjugué du deuxième couple. Donc, dans l'équation de la réaction acide-base, les H+ ne doivent pas apparaître. Si c'est une transformation totale, on vous le dira dans le texte, alors vous faites une flèche comme ceci. Si c'est une transformation qui n'est pas totale, alors au lieu de faire une flèche comme ceci, vous écrirez une double flèche à cet endroit-là. Allez, entraînons-nous avec cet exercice. On vous dit qu'en mélangeant une solution d'hydrogénocarbonate de sodium avec du vinaigre qui contient de l'acide éthanoïque, eh bien, il se produit une réaction acide-base et on observe une effervescence. Je vous laisse faire l'exercice, mettez sur pause et puis on corrigera. Allez, on passe à la correction. Donc, première question, on vous demande de donner la formule chimique de l'acide éthanoïque. Donc là, je vous renvoie à la nomenclature que vous avez étudiée l'année dernière en première. Acide éthanoïque, vous avez le préfixe éthane ici, qui veut dire que la chaîne carbonée contient 2 atomes de carbone. Et donc, pardon, je reviens. Et donc, le suffixe oïque montre que c'est un acide carboxylique. Donc, vous savez que c'est un C, double liaison O, simple liaison OH. Donc, ici, l'acide éthanoïque eh bien, se représente comme ceci. Donc, si on veut juste la formule, on va l'écrire CH3, CO2, H. Le H étant celui-ci, ici. Deuxième question, on vous demande d'écrire les couples acide-base mis en jeu au cours de la transformation. Rappelez-vous, s'il y a transformation acide-base, ça veut dire qu'on a 2 couples. Et on a l'acide d'un couple qui va réagir avec la base de l'autre couple. Donc ici, eh bien, on a l'acide éthanoïque qui fait partie d'un couple. Et donc, puisque c'est un acide, ben, ça sera l'acide qui va réagir. Et donc, forcément, la solution d'hydrogénocarbonate de sodium, donc ici HCO3-, eh bien, ça correspond à la base du deuxième couple. Donc, les couples mis en jeu sont tout d'abord l'acide éthanoïque, qu'on appelle aussi acide acétique, avec l'ion éthanoate. J'ai mis en gras les réactifs. Et donc, forcément, HCO3-, qui est une base ici, va apparaître à droite. Et donc, vous reconnaissez l'ion hydrogénocarbonate avec son acide conjugué, c'est en fait le dioxyde de carbone dissous dans l'eau. Ça, c'est un couple que vous devez connaître par cœur. Je vous avais demandé dans le cours de l'apprendre, hein, parce qu'ils interviennent souvent. Alors, 2 réactions opposées ont lieu, c'est-à-dire que l'acide va donner la base et cette base va donner l'acide. Et donc, on vous demande d'écrire l'équation totale. Si vous avez du mal, écrivez les demi-équations dans ce sens-là, c'est-à-dire l'acide donne CH3CO2- et l'ion hydrogénocarbonate donne CO2H2O. Et donc, l'équation ne fera plus apparaître les H+, et on obtient donc ceci. Avec donc l'acide du premier couple plus la base du deuxième couple donne donc les 2 produits qui sont l'ion éthanoate et le dioxyde de carbone dissous dans l'eau. Alors, et dernière question, justifier l'effervescence observée. Eh bien, l'effervescence est donc due à la présence de dioxyde de carbone qui va éventuellement devenir gazeux. On passe à l'exercice numéro 7 pour s'entraîner également dans ce cours. Alors, l'équation de réaction entre l'éthylamine, dont on vous donne ici la formule, et l'ion oxonium, H3O+, s'écrit de la façon suivante.
c'est une transformation, vous ne voyez pas de H+, donc ça veut dire qu'on a l'acide d'un couple qui a réagi avec la base d'un autre couple. Donc là encore, je vous laisse le temps de faire l'exercice et puis on se retrouve pour la correction. Alors, première question, l'éthylamine est-elle une base ou un acide? Vous reconnaissez l'ion oxonium qui est un acide et donc C2H5NH2 qui est donc l'éthylamine est forcément une base. De plus, on s'aperçoit que cette espèce est bien son acide conjugué puisqu'il a un H supplémentaire avec une charge plus. Donc, l'éthylamine est une base car elle aura capté un ion hydrogène pour donner l'acide conjugué qui est noté ici. Écrire les couples mis en jeu. Alors, les couples. Donc, ça, on sait que c'est une base et avec son acide conjugué. Donc, il s'écrit de cette façon-là. Toujours acide à gauche / la base. Donc, ça veut dire qu'ici, on a l'acide et ici, une base. Puisqu'on a cette base qui réagit avec cet acide pour former donc cet acide conjugué et cette base conjuguée. Troisième question, l'ion éthylammonium réagit avec l'eau selon une transformation non totale et on vous demande d'écrire l'équation. Donc ça veut dire que cette espèce ici, l'ion éthylammonium, va réagir avec l'eau pour former ces deux espèces ici. Et donc, cela s'écrit. Donc là, j'ai entouré les réactifs. L'acide d'un couple réagit avec la base d'un autre couple pour former ces deux espèces ici. Et donc, cela s'écrit comme cela. Attention, tous les ions sont toujours aqueux, l'eau est toujours liquide. Et une espèce vous sera donnée, si vous ne savez pas, ça sera écrit, elle est soit aqueuse, soit gazeuse, soit... voilà. Enfin, ça ne sera jamais liquide à part l'eau, puisqu'on est toujours en solution aqueuse. Et donc, l'ion oxonium qui est aqueux également, puisque c'est un ion. Allez, on passe à la dernière partie du cours sur le pH d'une solution. Alors, le pH, ça veut dire potentiel en ion hydrogène. Attention, ce que je vais indiquer au niveau des formules, notamment pour calculer le pH, qui se mesure avec un pH mètre, eh bien, sachez qu'il se calcule également, mais la formule que je vais vous indiquer ne fonctionne que pour des solutions diluées dont les concentrations sont inférieures à 0,05 mol par litre. Donc le pH est une grandeur qui est sans unité, vous le savez, les pH des solutions aqueuses varient entre 0 et 14. Et pour calculer le pH, qui est une grandeur sans unité, eh bien c'est égal à moins le logarithme décimal du rapport entre la concentration des ions oxonium H3O+, sur une concentration standard C0, qui vaudra toujours 1 mol par litre. Et donc, pour pouvoir calculer la concentration en H3O+, eh bien, d'abord, on extrait ce terme-là. Pour cela, il faut connaître la fonction inverse du log qui est 10 puissance. Donc, en fait, je fais passer le moins de l'autre côté. Et donc, 10 puissance moins pH sera égal à ce terme-là. Donc, H3O+, concentration en H3O+, sur C0 est égale à 10 puissance moins pH. Et donc, concentration en H3O+, égale C0 fois 10 puissance moins pH, comme je l'ai écrit dans le cours, et j'ai oublié de l'écrire ici. Mais vous le retrouvez dans le cours. Alors, C0, comme je vous l'ai dit, concentration standard, toujours égale à 1 mol par litre. Pas de chiffre significatif, ça ne compte pas. En fait, comme ça vaut toujours 1, vous comprenez bien que ça ne va pas intervenir, ça ne va pas changer grand-chose à vos calculs. C'est juste pour que, puisqu'ici on a des mols par litre, il nous faut aussi des mols par litre pour que ça puisse se simplifier, puisque le pH est une grandeur sans unité.
Donc, la notation de H3O+ entre crochets et la concentration en ion oxonium en mol par litre. L'incertitude sur la mesure de pH sera toujours de plus ou moins 1/10 d'unité et donc le pH sera toujours donné avec une décimale. Et enfin, si le pH augmente, c'est que la concentration en ion oxonium diminue. En effet, à pH égale 7, je vais avoir autant d'ions, non pas H+ ici, mais H3O+. Il faudra le corriger sur votre cours. C'est pas H+, mais H3O+, là aussi, que d'ions HO-. Mais plus je vais aller vers une solution acide, donc un pH qui décroît, plus les ions oxonium vont augmenter, vont devenir majoritaires par rapport aux ions HO-. Au contraire, lorsque je vais monter comme ceci en pH, eh bien la quantité d'ions oxonium H3O+ diminue. Et on fait l'exercice numéro 8. Page 23. Alors, pour ne pas irriter la peau, l'eau d'une piscine doit avoir un pH compris entre 7,2 et 7,4. La détermination de la concentration en ion oxonium d'une piscine nous donne une valeur de 3,2 10 puissance moins 7 mol par litre et on veut savoir si cette eau de piscine peut provoquer des irritations. Je vous laisse faire l'exercice en entier et on passera ensuite à la correction. Allez, on corrige. Donc, ici, on vous donne cette concentration en ion oxonium. Eh bien, on va en déduire le pH grâce à l'expression pH égale moins log du rapport concentration en ion oxonium sur C0. Donc, ici, la concentration est bien en mol par litre, donc on peut directement remplacer par les valeurs. Ce qui donne ceci. Attention, sur votre calculatrice, appuyez bien sur la touche log qui s'appelle LOG et non pas log LN qui est le logarithme népérien. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Même s'il y a une relation entre les deux, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc si on tape ce calcul, eh bien on obtient un pH de 5,6. Donc pour répondre à la question, 5,6 n'est pas compris entre 7,2 et 7,4. Donc l'eau de la piscine est trop acide, elle peut donc être irritante. Deuxième question, on vous demande de calculer les concentrations en ion oxonium correspondant à l'intervalle de pH préconisé. C'est-à-dire que pour un pH de 7,2, on veut savoir quelle concentration en ion H+ cela correspond, et pareil pour 7,4. Allez, on y va. Donc pour 7,2 de pH, eh bien, la concentration en ion H3O+ est égale à donc concentration standard fois 10 puissance moins pH. Ça, c'est vraiment, il faut connaître les deux, enfin, savoir passer de l'un à l'autre. Si vous avez du mal, je pourrais vous le réexpliquer en cours. N'hésitez pas à me poser la question. Donc, il suffit de remplacer. Attention, ici, sur votre calculatrice, il faut utiliser soit la fonction inverse de log, donc c'est écrit 10 puissance x, soit la fonction x puissance y, avec x donc le chiffre 10, et puissance y, puissance moins 7,2. Attention, là aussi, pour le signe moins, c'est souvent le moins qui est entre les deux petites parenthèses sur votre calculatrice. Et donc, vous ne pouvez pas laisser un chiffre comme ça, parce que ce n'est pas une écriture scientifique, ni un chiffre acceptable. Donc, vous devez faire le calcul, et on trouve 6,3 10 puissance moins 8 mol par litre. Pour 7,4, on fait exactement la même chose. Donc, on réécrit la même expression littérale, à savoir concentration en ion H3O+ égale concentration standard fois 10 puissance moins pH. On remplace par la valeur et on trouve cette fois-ci 4,0 10 puissance moins 8. Ah oui, j'ai oublié de dire, puisque les pH sont donnés au dixième, vous devez donner une concentration en H3O+ avec deux chiffres significatifs. On sait que le pH doit être compris entre ces deux valeurs, donc ça veut dire que l'intervalle de pH pour les ions oxonium doit être compris entre la valeur la plus petite, à savoir 4,010-8,
et la valeur au-dessus, 6,3, 10 puissance moins 8 mol par litre. Pour la dernière question, on vous demande de préciser la nature acide ou basique de l'espèce à ajouter pour retrouver une eau de piscine acceptable. Donc on avait trouvé un pH de 6,5. Or il est trop bas, donc il est trop acide. Du coup, eh bien, il va falloir rajouter une espèce basique pour augmenter le pH et diminuer ainsi la concentration en ion oxonium. Voilà, c'est terminé pour cette partie du cours. N'hésitez pas à poser vos questions pour la prochaine fois. À bientôt!